et en particulier des nanoparticules d'hydroxyde d'aluminium, le macrophage devient quasiment immortel. Donc, ça, c'est des éléments qui n'avaient absolument pas été pris en compte pour une éventuelle compréhension de la toxicité de cet échelon. Alors, on a voulu savoir, se poser la question de savoir si cette relation très particulière entre l'adjuvant et les cellules de l'immunité que sont le macrophage pourrait impacter ou influer sur les modalités de biodistribution, c'est-à-dire la distribution systémique dans l'organisme des particules. On s'est posé cette question parce qu'on travaille depuis très longtemps sur les macrophages du muscle dans le laboratoire. Le muscle est probablement le tissu dans l'organisme qui génère la plus grande attraction de monocytes macrophages après une lésion tissulaire. Et pour la bonne raison que la réparation du muscle après une lésion nécessite le recrutement de ces macrophages pour pouvoir être fait dans des bonnes conditions. En effet, le macrophage vient dans le muscle, boulotte les morceaux de muscle qui sont les fibres musculaires qui sont nécrosées et induit des signaux qui permettent aux cellules souches du muscle de se régénérer et de reformer un muscle normal. Alors, je fais rapidement, mais on sait maintenant, on a décrit très très récemment, qu'en fait, il existe des macrophages qu'on dit résidents dans le muscle, des macrophages qui habitent à demeure dans le muscle, et ils sont hébergés dans ce qu'on appelle l'épimysium, c'est-à-dire le fascia musculaire. Vous voyez, si on fait une coupe tangentielle du fascia, on a tous ces petits points marrons, ce sont des macrophages. Ces macrophages sont particuliers, puisque quand on fait une lésion musculaire, et qu'on sépare les macrophages résidents des macrophages qui viennent d'arriver, ceux qui sont recrutés à partir de la circulation sanguine, ces deux populations ont des fonctions biologiques très différentes. Les macrophages résidents fabriquent ce qu'on appelle des chimiokines, c'est-à-dire des chémoattractants très importants. Deux chimiokines importantes, le Kc qui attire les polynucléaires neutrophiles, le MCP1 qui attire les monocytes, justement les monocytes circulaires. Ça, c'est vrai pour les macrophages résidents, ça n'est pas vrai pour les macrophages exudants. Donc, un petit schéma vaut mieux qu'une longue explication. Voilà le macrophage résident dans le fascia musculaire, à côté d'un vaisseau. S'il y a un signal de danger, que ce soit une vaccination ou que ce soit une lésion musculaire, il y a une accumulation de ces macrophages résidents dans le fascia. Ces macrophages résidents vont fabriquer des chémoattractants, des chimioattractants, des molécules qui vont attirer d'autres cellules inflammatoires, le Kc pour les neutrophiles, le MCP1 pour les monocytes de la circulation. Ces monocytes vont sortir du vaisseau où ils étaient pour se rendre vers la fibre musculaire nécrosée, et ils vont opérer ce qu'on appelle la phagocytose. Et une fois que cette phagocytose, que les débris sont détergés, le monocyte qui a été attiré, qui est devenu un macrophage, va changer de phénotype et va se transformer d'une part en un macrophage qui va aider à la restauration du muscle, en stimulant les cellules souches du muscle, et d'autre part en une cellule présentatrice d'antigènes, qu'on appelle une cellule dendritique inflammatoire, qui va aller migrer dans les ganglions lymphatiques. Donc sur cette base, on avait des éléments qui pouvaient nous dire qu'est-ce qui peut se passer si on injecte des particules. Une partie des monocytes macrophages recrutés dans le muscle vont aller dans les ganglions lymphatiques. Donc, et si les particules d'aluminium y allaient? Donc, je vous passe ça, et passons d'abord à l'utilisation d'un vaccin. Si on injecte un vaccin dans le muscle tibial antérieur de la souris, voilà la souris, voilà le muscle tibial antérieur est là, et qu'on dose la quantité d'aluminium qu'il y a dans le muscle immédiatement après l'injection, à H0, au 4e jour et au 21e jour, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la moitié de l'aluminium injecté dans le muscle a disparu entre le moment de l'injection et le 4e jour. Et à partir du 4e jour, la quantité d'aluminium reste stable. Et cette stabilité correspond
à la formation de la petite myofasciite à macrophage, le petit granulome aluminique dans le fascia. Mais 50% de l'aluminium de départ a déjà disparu du muscle AJ4. Alors, on a voulu d'abord faire les choses assez facilement, en tous les cas en utilisant une technique qui s'est avérée extrêmement lourde et difficile à mettre en œuvre, qu'on appelle la PIX, qui ne se fait qu'à Bordeaux, et qui consiste à envoyer un faisceau de protons sur les tissus pour voir s'il y a un spectre de diffraction qui correspond à l'aluminium, et qui permet de détecter, sous la forme de ce que vous voyez là comme petite tache jaune, des dépôts d'aluminium dans les tissus. Et après une injection intramusculaire, effectivement, cette méthode PIX montre que dans le muscle injecté à l'endroit où il y a la petite myofasciite à macrophage qui s'est installée, il y a beaucoup d'aluminium. Mais si on regarde d'autres tissus, comme la rate au 21e jour, on voit des dépôts d'aluminium, ou le cerveau, là aussi au 21e jour, on voit des dépôts d'aluminium. Je passe sur les caractères d'éligibilité de ces dépôts, mais sachez qu'on a fait très attention que ça ne puisse pas être des pollutions externes. Voilà par exemple une coupe de cerveau. Vous voyez que sur des champs de 500 microns sur 500 microns, il y a de temps en temps une petite tache jaune, entourée d'un petit liseré bleu qui montre une sorte de petite décroissance de la concentration d'aluminium autour de ce dépôt. Et je ne sais pas si vous voyez tout au fond, mais on observait chez les souris vaccinées à peu près un tiers des champs de 500 microns sur 500 microns screenés qui étaient positifs, qui contenaient au moins un dépôt d'aluminium, contre seulement 7% chez les animaux non vaccinés. Donc une différence extrêmement significative, et ceci aussi bien à J21 qu'à 6 mois, qu'à 12 mois après le vaccin. Ceci était imparfaitement conclusif. En effet, on ne pouvait pas complètement exclure que cet aluminium qu'on trouvait dans le cerveau ait pu rentrer sous une forme soluble et puis se réagréger sous une forme d'amas localisé dans le cerveau. Et donc ça ne démontrait pas de façon certaine la translocation physique de la particule en tant que particule injectée initialement dans le muscle vers le cerveau. Et donc pour pouvoir faire le traçage de ces particules, on a utilisé des particules fluorescentes. On a fait une étude, donc vous avez ici les cristaux d'hydroxyde d'aluminium, tels qu'ils sont dans le vaccin, le fait qu'ils forment spontanément des agglomérats qui vont être mangés par les macrophages. Si on fait une coloration de Morin pour l'aluminium, on voit qu'il y a des petits paquets dans les macrophages qui correspondent à ces boules. Eh bien, on a essayé de trouver deux types de particules qui ressemblent à ces petites boules. D'une part, des fluorosphères de latex de 500 nanomètres de diamètre, et d'autre part, un nanohybride qu'on a fait fabriquer exprès pour ça, avec un cœur fluorescent de rhodamine et une couverture, un manteau d'hydroxyde d'aluminium. Et donc, avec ces particules qu'on appelle ALRO, pour aluminium rhodamine, on a la fluorescence rouge spécifique de la rhodamine et la couverture d'aluminium qu'on peut mettre en évidence par la coloration de Morin. Et vous voyez que ces cellules qui contiennent de l'adjuvant et ces cellules qui contiennent de l'aluminium rhodamine contiennent des paquets, des agglomérats de taille comparable. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous dis tout de suite, entre les fluorosphères de latex et les nanohybrides aluminium-rhodamine, la biodistribution était absolument semblable, qui montrant que c'est probablement un mécanisme partagé par les particules, quelles que soient leurs propriétés de surface. Première chose, il existe un passage massif des particules du muscle injecté vers le ganglion lymphatique de drainage. Je ne sais pas si vous voyez au fond, mais ici, croyez-moi, dans la médullaire de ce ganglion, il y a de très nombreuses particules fluorescentes rouges.
et vous voyez qu'il y a un pic à J4 dans le ganglion. Il y a au moment où le granulome est stabilisé dans le muscle, au même moment, il y a à peu près la moitié de l'hydroxyde d'aluminium qui a été injecté qui se retrouve dans le ganglion lymphatique. Et puis après J4, le ganglion se vide. Et qu'est-ce qu'on voit si on regarde la rate? Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, c'est J4, et ici, c'est J21. C'est-à-dire que quand la particule se vide, quand le ganglion lymphatique se vide, la rate se remplit. Et puis après le J21, à J90, la rate elle-même, à son tour, se vide. Alors, il faut savoir que la rate ne fait pas partie de la circuiterie lymphatique. C'est un organe lymphoïde, mais elle est, chez cette demoiselle, comme chez la souris, elle n'est pas connectée au système lymphatique. Elle est connectée au système vasculaire. Donc, pour atteindre la rate, les particules drainées depuis le muscle par les voies lymphatiques vers le ganglion de drainage sont obligées de sortir du système lymphatique pour se jeter dans le système vasculaire, circuler pour atteindre la rate. Et effectivement, quand on regarde le sang circulant, on s'aperçoit qu'on trouve de nombreuses cellules chargées de particules avec un pic à J21 correspondant au pic au moment où les ganglions se sont vidés et où la rate a commencé à se remplir.